Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Show, votre chaîne de rapport de la tech et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Mister M pour la review des World Eaters pour la 10ème édition de Warhammer 40 000. On est sur l'armée, la dernière sortie en date de la part de Game Workshop en fin de 9ème édition. Certains étaient un petit peu déçus de se dire que leur codex n'allait pas rester très longtemps à jour. En l'occurrence ici Game Workshop nous donne un index qui a une âme. On est dans la continuité de ce qui a été fait pour les World Eaters, c'est-à-dire pour les Space Marines du Chaos de cornes. En plus de ça, ils peuvent jouer en grone. Celui-ci va être jouable et va même être clairement une pièce clé de son armée. Qu'est-ce que tu en as pensé toi justement des World Eaters en 10ème édition? Alors c'est un codex qui garde effectivement cet ADN de grosse unité qui vient te frapper au corps à corps, qui vient te chercher loin, on va le voir, il y a toujours ces mêmes mécanismes de potentiellement au T1 traverser la table tel un missile et puis venir impacter l'adversaire, donc ça c'est super cool. Tu viens de le dire, en grone, ça reste une pièce centrale de l'armée, il est beaucoup plus dur à tuer qu'avant et ça c'est vraiment bien. T'as vu, j'en parle mieux depuis qu'il est mort, tué par le lion. C'est vrai, mais bon, justement, on en vient là. C'est que quand on le tue, il revient à la vie de façon infinie. Et donc ça, on le retrouve aussi dans les règles, même si là c'est quand même beaucoup plus difficile qu'avant de le faire revenir. Mais on a toujours ce côté fluff. Après, ça reste une armée qui est comme on avait avant, qui est comme une armée qui joue entre guillemets une phase qui est celle de corps à corps, qui on peut jouer du tir, mais on va le voir, on va pas vraiment synergiser ces unités-là. Donc c'est vraiment fait pour les amoureux de la castagne, du corps à corps, qui veulent frapper fort quand ils arrivent sur leurs adversaires. Yes, maintenant pour parler un petit peu des règles, on a deux niveaux de règles. On a les règles d'armée, si on choisit de jouer une armée de World Eater, et derrière on va avoir une règle de détachement. Ici en l'occurrence la règle de détachement, elle est facile et elle est dans la lignée de ce qu'on avait déjà avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une unité a fait un mouvement de charge, alors elle va avoir plus en force et plus une attaque. C'est plutôt la règle d'armée où là pour le coup on va être sur quelque chose d'assez iconique. Est-ce que tu peux nous présenter la règle s'il te plaît? Vous allez tout simplement au début du round jeter 8 D6. À partir de là vous allez compter vos doubles et les triples que vous avez fait sur ces D6 là et ça va vous débloquer des bénédictions. Vous pouvez faire au maximum 2 bénédictions. Donc même si je vous dis n'importe quoi, sur 8 D6 vous avez fait 3 doubles et que techniquement vous aurez pu débloquer 3 bénédictions différentes, vous pouvez pas, ce sera que 2 maximum. Et donc les bénédictions en fait qu'on va voir dans quelques instants vont se faire en fonction de ce résultat de jet de dés qui est donc très structurant. Là où c'est très intéressant, c'est que c'est en début donc de round, c'est-à-dire que même quand vous n'avez pas commencé, vous allez avoir ces bénédictions là, on va voir une notamment qui est très défensive, donc ça c'est vraiment cool, surtout quand on a joué à l'ancienne version où avant on avait ce système finalement de points de sang qui nous permettait d'avoir des bonus sur l'armée entière mais qui nous nécessitait soit de mourir soit de tuer quelqu'un, c'est à dire que la plupart du temps au round 1 et 2 on n'en avait pas, après au round 3, 4 on était très fort mais avant on n'en avait pas, donc là ce qui est bien c'est qu'à chaque tour faut le refaire, donc vous n'aurez jamais les mêmes bénédictions mais par contre dès le début du round vous allez en avoir. Yes, gardez vraiment à l'esprit que vous allez pouvoir en activer deux. La première, c'est n'importe quel double. Vous allez tout simplement ajouter 2 pouces à la caractéristique de mouvement des figurines de cette unité. Ensuite, vous allez pouvoir choisir Dévotion Furieuse. N'importe quel double aussi. Celui-là est très fort, c'est celui dont tu parlais en termes de défensif, puisque vous allez hériter d'une aptitude insensible à la douleur à 6, et si jamais vous en aviez déjà une, alors elle va passer à +1. Donc en général, elle passera à 5. Ensuite, si jamais on fait un double d'une valeur de dés de 3 ou plus, alors ça va être les armes de mêlée dont sont équipées les figurines vont avoir touche soutenue 1. Autrement dit, n'importe quelle unité de votre armée qui va faire un jet de touche critique, donc théoriquement de 6 voire de 5, fera une touche supplémentaire. Si jamais on fait un double 4, 5 ou 6 ou n'importe quel triple, donc encore une fois, sympa ces mécanismes de jeu qui sont inspirés de Warcry. On va avoir le carnage absolu. À chaque fois qu'une de ces figurines est détruite, alors on va jeter un dé et sur un 4+, elle pourra taper avant d'être retirée du jeu. Ensuite, on va avoir l'âme du War pour chaque double de 5 ou de 6 ou de valeur de triple. On va pouvoir débloquer les touches fatales au corps à corps. Ou alors, en cas de double 6 ou d'un triple 4, 5 ou 6, on va pouvoir déclarer que l'intégralité de son armée va pouvoir avancer et charger. Donc toutes les bénédictions, on vient de voir, elles sont quand même toutes très bonnes, elles sont toutes très fortes. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va les débloquer. Ça va être sur toute votre armée, sur ce tour-là ou ce round-là en entier. Mais le round d'après, vous allez rejeter et en avoir des nouvelles. Vous n'allez pas les stacker comme on a connu jusqu'à présent. Donc, c'est quand même bien parce qu'on les a dès le début. C'est quand même aussi moins fort parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez pris le 6+, Feel No Pain, le tour d'après, potentiellement, vous ne l'aurez pas parce que vous allez devoir choisir autre chose. Là où c'est très intéressant, pour le coup, c'est que ça va demander de la réflexion aux joueurs qui jouent World Eater pour se dire, ok, qu'est-ce que j'ai besoin à mon tour ? Mais qu'est-ce que j'ai besoin aussi pendant le tour de mon adversaire pour survivre ou pour frapper en mourant et ainsi de suite. Donc c'est quand même assez intelligent parce que ça nous demande de structurer ces bénédictions à la fois quand on va jouer, mais aussi quand l'adversaire va jouer pour prendre les bonnes et se dire je prends les bonnes décisions au bon moment. Donc ça c'est vraiment super cool. Et puis quand même on le voit,
il y a la possibilité maintenant dans l'armée du World Leader d'avoir Advance et Charge. Quand on joue une armée de corps à corps, c'est clairement la meilleure règle du jeu. Combiné à ça d'un plus de move, c'est-à-dire que quand même, quand je vous disais qu'on peut avoir des missiles qui peuvent avoir plus d'un move, faire Advance et Charge, qui vont aller très loin et frapper très fort, c'est vraiment vraiment bien. Et puis juste pour terminer, autant jusqu'à présent, et on va le voir quand on va rentrer dans les datasheets, finalement les bonus de sur mes 6 à la touche je fais une touche en plus, ou sur mes 6 à la touche je blesse auto, on s'en fichait un peu parce qu'on a des volumes d'attaque, de dommages 2, 3, PA-3. L'overkill. Exactement. Puis c'est plus le cas. Là on va le voir, c'était vraiment lissé. On va voir qu'on est létal, mais on n'est pas sur létal, et que vraiment, quand on va vouloir avoir l'envie de taper l'adversaire, on va vouloir chercher ces bonus-là. Donc c'est vrai qu'on a vraiment des choix à faire et que ça va être compliqué de faire les bons choix au bon moment. Yes. Moi, en tout cas, ce que j'aime, c'est que je trouve qu'il y a un niveau de granularité, de constance, qui est que par exemple, ton insensible à 6, tu peux l'avoir sur n'importe quel double. Mathématiquement, tu auras au moins un double, tu vas acheter 8 dés, il y a 6 faces. Pareil finalement pour le plus 2, la caractéristique de mouvement. C'est-à-dire que les joueurs stables, ils le savent, avant même de jeter les dés, ils savent qu'ils pourront avoir plus en mouvement, insensible à 6. Donc même finalement en défensif T1, tu sais que t'as pas l'initiative, un gros mec qui va faire beaucoup de tirs sans ligne de vue, un Astra qui fait beaucoup de saturation sans beaucoup de PA, bon même s'il peut faire les deux, oh il y a du sel. Alors, eh ben, en fait on sait qu'on va pouvoir avoir on va avoir la certitude du proquet. Et ça j'aime bien en fait, il y a des actions à grosse value qui vont être plus à risque, enfin, le fait quand même sur 8 dés d'avoir soit un double 6, soit un triple. Alors justement, ça, on va vite rentrer dans les statistiques. Pour faire l'Advance Charge, c'est à peu près 60%, un peu plus de 60% de chance d'y arriver sur un seul jet de dés. On le dit tout de suite, il y a des mécanismes qui permettent de rejeter ces jets de dés là. Donc c'est à dire que si vraiment dans le tour vous avez besoin de l'Advance Charge, vous avez qu'un mécanisme pour aller essayer de le chercher absolument. Donc ça aussi c'est quand même super cool. Alors ça voudra dire que derrière vous allez vous asseoir sur d'autres choses et qu'il y a des moments où il faudra faire vraiment des choix et prendre ce risque de faire rejeter son jet là. Mais c'est quand même super cool de se dire que oui c'est des stats, donc oui il y a une part de chance, oui on n'aura pas toujours ce qu'on veut, mais que globalement il y a des moyens de fiabiliser ça. Donc ça c'est super fort. Et puis enfin pour terminer, le 6+ Phenopain, ça reste toujours, comme tu viens de le dire, un mécanisme défensif très fort. C'est encore plus fort sur des unités qui ont au moins 3 points de vie ou plus, parce que c'est là où on commence à casser, comme d'habitude, des séquences de dommages. Et aujourd'hui, quand on a un Angron qui est quand même beaucoup plus tanky qu'avant, on va le voir, il a un châssis de Primarch Démon, donc comme tous les Primarch Démon, beaucoup plus tanky, et qui a un 6+ Phenopain sur ce genre de figurine là, pareil, ça a une valeur qui est plus forte qu'avant, même sur un petit Rhino finalement. Donc ça c'est quand même super bien, et c'est vrai qu'il y a quand même des outils dans la besace du World Eater qui sont vraiment cool. Ensuite on va voir les stratagèmes, on commence par Massacre écœurant, il vaut 1 PC, il va s'utiliser à la phase de combat. Une fois qu'une unité World Eater de son armée a chargé et au moins pété une unité, alors ce qui va se passer c'est qu'à la phase de commandement suivante, pour chaque unité à 6 pouces ou moins de l'unité World Eater, ils vont devoir faire des tests d'ébranlement avec un malus de -1 si l'unité, elle, est à moitié de sa valeur d'effectif. Et bien évidemment, vous n'aurez pas à faire 2 fois certains tests si jamais vous étiez déjà à la moitié justement de votre valeur d'effectif. Donc voilà, celui-là il est vraiment intéressant quand vous commencez à affecter les unités qui sont sur un objectif, puisque l'adversaire va pouvoir potentiellement perdre ses primaires. Je pense que c'est un stratagème qui donne la logique de cette armée-là. Cette armée-là, on va le voir, c'est une armée qui est faite pour dominer le primaire, qui est là pour arriver au corps à corps, prendre les objectifs primaires, sortir son adversaire de l'objectif, et potentiellement si on n'a pas pu parce qu'il y a un cordon, lui dire ok là j'ai pas réussi mais je vais quand même te faire des jets d'ébranlement pour que tu puisses le manquer et ne pas l'avoir. Alors après naturellement on le sait, l'adversaire peut potentiellement après avoir manqué un jet claquer un PC pour dire je l'ai quand même, donc c'est contrable, mais ça reste dans la philosophie de cette armée là qui va être une armée qui va vraiment se battre sur les primaires et qui va essayer d'enfoncer son adversaire sur ce niveau là. Yes, ensuite on va avoir un PC pour le trône de crâne. On va utiliser à la phase de combat sur une unité de World Eater qui n'a pas encore combattu. Et tout simplement, si elle cible un personnage, un monstre ou un véhicule, elle aura +1 pour blesser. Celui-là, il est excessivement fort, c'est même en fait nécessaire. On va le voir, en fait, le World Eater a pas beaucoup d'outils pour venir gérer finalement les grosses endurances, les grosses unités et les simili Death-Star, c'est-à-dire que les gros packs avec un personnage dedans. On se rappelle qu'en V10, du moment que j'ai un personnage qui est dans une unité, l'unité entière gagne le mot-clé personnage. Donc là où il est exceptionnel, c'est que finalement, là où on a besoin d'avoir un +1 pour blesser, c'est souvent sur justement les grosses endurances ou les Death Star. Et là, on a justement l'outil, le fameux PC pour dire, en fait, sur ces unités-là qui vont être dures à sortir, t'inquiète, moi j'ai dans mon arsenal un PC qui va me permettre de vraiment enfoncer quand j'ai besoin d'enfoncer. Yes, ensuite on va avoir pour le dieu du sang, il vaut 1 PC, on va l'utiliser à la phase de combat juste après qu'une unité World Eater de votre armée a détruit une unité ennemie. Alors on va faire un jet de bénédiction de corne, sous-entendu on va jeter les 8 dés et on va pouvoir utiliser ces bonus pour justement bénir, et on va pouvoir utiliser justement cette bénédiction en plus
des 2 effets qui sont déjà activés. Alors celui-là, il est hyper intéressant pour 2 points. Le premier, c'est vous avez tué une unité pendant la phase de corps à corps adversaire. Vous pouvez le faire à la fin de sa phase de corps à corps et donc du coup vous allez pouvoir bénéficier d'une bénédiction potentielle. C'est bien, c'est pas fifou, mais ça peut être bien dans un objectif de dire je vais jeter mes dés. Et si je fais un triple 6, je le dis tout de suite parce que Angron en fait va revenir grâce à un triple 6 sur un jet de bénédiction, potentiellement je fais revenir Angron. Ça donne une mécanique en plus pour rejeter des dés et donc d'avoir une chance au bout d'un moment de faire revenir Angron. Je l'ai dit en début de vidéo, on a une amélioration qui permet de faire 2 jets en début de tour. Là, pour un PC, ça nous permet de faire un 3e jet de dés potentiellement. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on commence à faire ces jets de dés, on a la possibilité d'arriver à faire revenir Angron, surtout qu'on va le voir aussi, comme ça vous aurez toutes les synergies. Les Berserkers et les Jackals ont une icône qui font que quand ils contrôlent un objectif, on peut rejeter un des dés, n'importe lequel, du jet des 8 dés que j'ai fait. Donc c'est vrai que là, quand on commence à tout cumuler, il y a un univers dans lequel on commence à fiabiliser. On va pas fiabiliser, mais en tout cas on va s'augmenter les chances d'avoir un Angron qui est mort, qui revient, sachant que maintenant quand il revient full vie. Donc c'est vrai que pourquoi c'est très bien, c'est que là à la fin de la phase adverse, on le fait ça, on a de la chance, on fait revenir Angron s'il est mort. Du coup c'est à dire que nous à notre phase de commandement, il est en réserve, il arrive directement en FEP. C'est très fort. Là où c'est très bien également, pour terminer là-dessus, c'est, on a vu, il y avait des bénédictions qui sont des bénédictions défensives. Imaginons, j'ai pris mon unité missile qui est venue traverser la table à ses charges plus en move pour venir péter une unité au corps à corps. Maintenant, je sais que mon adversaire, il a une facilité pour venir me tuer. J'ai l'option de prendre, je t'ai tué, un PC, je jette mes dés, sur mes dés, on le sait, j'aurai au moins un double, donc j'aurai au moins 10 plus à Feel No Pain dessus, gratuite, que je vais avoir, donc ça c'est quand même super cool. Ou sinon, ça peut me permettre d'aller chercher la bénédiction de quand je meurs au corps à corps, je peux m'activer sur un 4+, et taper quand même. Donc là aussi, c'est une autre mécanique qui peut être sympa sur cet objectif-là, de se dire, ok, je viens de te tuer, et je vais devenir un peu plus tanky, ou en tout cas plus difficile à tuer après. Yes, ensuite, stratagème Korn s'en moque pour 2 PC, on va l'utiliser à la phase de combat jusqu'à après qu'une unité ennemie ait pris pour cible une unité World Eater. Tout simplement, celle-ci va diminuer les dégâts subis de 1. Excessivement fort. Maintenant, 2 PC, on va le voir, le codex n'a pas de moyen de régénérer des PC. Donc c'est quelque chose qui va être difficile à faire. En tout cas, quand vous voulez l'utiliser, il faudra bien réfléchir. Maintenant, c'est très clair qu'on va le voir sur des exaltés, sur des octoliers exaltés, même sur des berserkers. Un pack de 10 berserkers qui va être saturé au dommage 2 pour 2 PC qui tout d'un coup vous avez divisé par 2 la létalité de votre adversaire. Et que vous avez un 6 plus Feel No Pain, c'est pareil, ça devient très fort. Donc celui-là aussi est très bien, mais il est très cher. Ensuite, nouveau mécanisme qu'on a vu dans aucune autre armée et qui est très forte pour un PC offrande de sang, puisque vous allez l'utiliser à n'importe quelle phase une fois qu'une unité World Eater est détruite alors qu'elle était elle-même sur un pion objectif qu'elle contrôlait. Alors ce pion objectif reste sous votre contrôle, même si vous n'avez pas de figurine à portée de lui, jusqu'à ce que votre adversaire le contrôle au début d'un tour. Celui-là est exceptionnel. On vient de le dire en introduction, le World Eater va se battre sur le primaire. On va le voir, le secondaire, ça va être un peu plus difficile pour lui pour plein de raisons, notamment parce qu'il a beaucoup d'unités de corps à corps qui font que du corps à corps, donc ils peuvent pas faire des similé-actions. Donc c'est vrai que il va pas forcément être très bon là-dessus. En revanche, sur le primaire, il va avoir tous les outils pour venir contester, pour venir sortir l'adversaire, pour si jamais une armée de tir décide de me sortir au tir, c'est pas grave, un PC l'objectif je l'ai toujours, donc si toi tu veux venir à l'objectif, il faut que tu viennes, et si tu viens, moi je suis content parce que c'est là où moi je vais pouvoir te rentrer dedans. Donc en gros c'est la petite carotte quoi, à dire tu veux reprendre l'objectif, bah bien voilà. Donc ça il est très bien et c'est ce qui rend l'armée entre guillemets jouable de façon forte, même contre des armées de tir, parce que sinon on serait un peu dans un mode de un peu tir au pigeon où on serait là à se faire tirer dessus, on se dit qu'est-ce que je vais faire là, c'est pas très grave. Faut se dire que on a des fortes chances en jouant World Eater de mourir comme avant, de peut-être de se faire table rasée comme avant, et c'est pas très grave parce que on a des outils qui vont nous permettre de garder la table, de garder les primaires jusqu'à la fin de la game, même si finalement on n'a pas de ressources pour continuer à prendre ces points là. Donc ça c'est super fort. Yes, et le dernier ça va être la frénésie apoplectique qui vaut 1 PC, et tout simplement quand une unité veut se déplacer pour faire une advance, on ne jette pas le dé, c'est un 6. Exceptionnel aussi. On a vu, on peut faire de l'advance et charge. On va prendre un exemple, mais prenons Angron qui bouge de 14 de base. Plus de move, il va bouger de 16. Plus son advance automatique de 6, il va bouger de 22. Et derrière, il va faire sa charge à 2d6. Donc clairement, il peut aller très loin très vite. Là où c'est encore beaucoup plus fort, on va le voir, c'est avec les octoliers de base qui ont un mouvement de scout. Et vous allez voir que grâce à ça, ça permet vraiment de traverser la table. On enchaîne ensuite avec les améliorations. On rappelle qu'il en existe 4, que vous pouvez en avoir jusqu'à 3, et que ça se met sur les figurines personnages qui ne sont pas des héros
épiques. On va commencer par Favori de Corne qui vaut 30 points. Lui, tout simplement, à partir du moment où vous allez faire votre jet de bénédiction de Corne, vous allez pouvoir le relancer dans son intégralité et ça ne sera pas considéré comme une relance par rapport à toutes les petites modifications dont tu as commencé à nous parler. Par exemple, le fait de pouvoir relancer un DD qui ne serait pas un double, par exemple. Exactement, donc celui-là il est auto-include, vous avez bien compris, votre armée tourne autour des bénédictions, vous voulez pas avoir le fameux bad beat qu'on connaît où on fait un jet de dés et finalement il n'y a rien qui nous intéresse sur ce tour-là, ou en tout cas on va prendre à défaut, on va pouvoir rejeter les dés, ou sinon pareil, vous voulez absolument ressusciter Angron, ça vous donne 2 jets de dés à la phase de commandant pour le faire ressusciter, franchement je vois pas comment on peut jouer sans. Yes, ensuite on va avoir la bouche du berserk qui vaut 25 points. Tout simplement le porteur va avoir plus une attaque, plus un dégât et quand il charge il va ajouter D3 à ces caractéristiques là. Alors celui-là, moi je l'aime quand même vraiment bien parce que, alors sur on va dire les D3 d'attaque c'est anecdotique, oui et non, hein, c'est toujours très bon, mais les D3 dommages, moi je trouve ça vraiment bien, on le verra, le maître des exécutions en World Eater qui a toujours les attaques de précision et quand il fait des 6 à la blessure, fait des blessures dévastatrices. C'est vrai que quand on commence à avoir une figurine qui normalement est dommage 2, mais si on a un peu de chance qui est passé dommage 5, et quand il fait des 6, ça fait 5 mortels d'un coup, et qu'on a gagné, en plus on a fait 3, c'est-à-dire qu'on a gagné 3 attaques, donc en gros vous allez voir, mais le personnage il a 8-9 attaques, qui peut proquer sur du 6 à la touche, et les 6 à blesse c'est 5 mortels, ça rigole 0. Surtout que le maître des exécutions toujours, il gagne la full reroll pour blesser quand il frappe un personnage, avec précision. Donc c'est vrai que combiné à ça, moi je trouve exceptionnel, il est pas très cher, après c'est comme tout, on peut pas tout avoir, on peut pas tout faire, mais vraiment je le trouve bien. Yes, ensuite on va avoir Assoiffé de combat. Là, ça vaut 15 points. Tout simplement, le porteur et son unité vont pouvoir faire une intervention héroïque pour 0 PC. Malheureusement, alors il est bien sur le papier, malheureusement c'est toujours la faille de l'intervention héroïque qui fait que si on vous a pas chargé, vous pouvez pas le déclencher. Et donc c'est pas comme avant où ça permettait de dire cet objectif là tu pourras pas me le prendre. En tout cas, il faudra que tu viennes me charger pour le prendre parce que sinon je fais une intervention héroïque à 6. Malheureusement, ça marche plus comme ça en V10, donc ça on n'ira pas le chercher parce que en fait l'utilité est beaucoup trop faible. Yes, et pour terminer, on va avoir le Home du Colère d'Airain qui est lui une relique qui lui est une relique historique qui vaut 25 points quand même pour diviser les dégâts subis par 2 pour le porteur. Alors on va le voir, il n'y a qu'une unité où on pourrait venir le prendre, c'est le Prince Démon, puisque le Prince Démon est ciblable, mais quand on commence à avoir un Prince Démon qui a quand même un châssis relativement tanky, et sur lesquels les dommages qu'on prend sont divisés par 2, il va devenir très très résistant, et il va être là très longtemps. Donc effectivement, si vous voulez jouer un Prince Démon, vous prendrez cette relique là très certainement pour être sûr qu'il soit là jusqu'à la fin de la game. Si vous jouez pas le Prince Démon, vous n'irez pas sur cette relique. On a fait le tour des améliorations et des stratagèmes. Pour l'instant, on est sur quelque chose de relativement standard où on sent clairement que la violence va jouer du côté du corps à corps. C'est ce qu'on attend du World Eater. De toute façon, c'est vraiment une armée de corps à corps et tout est fait pour, entre les stratagèmes et les améliorations, pour faire ça. Yes, on va maintenant rentrer dans le dur de l'index. On va commencer par Angron. Angron, il vaut 415 points. Quel beau profil. Non, sans déconner, en fait tu sens vraiment que le mec il a été façonné pour la guerre. Il bouge de 14, il a une endurance de 11, une sauvegarde à 2, une invulnérable à 4, il a 16 points de vie, il a un commandement de 5 ce qui est le meilleur du jeu, et il a un OC 6 qui est excellentissime pour justement pour aussi pouvoir reprendre les objectifs même s'il reste 5 bonhommes dessus. Exactement. Derrière, au niveau de ses aptitudes, il va avoir frappe en profondeur. Ok. Il va avoir comme première aptitude ressusciter dans le sang. Comme tu l'as dit tout à l'heure, à partir du moment où on va faire un jet de bénédiction de corne, s'il y a un triple 6, alors il va pouvoir revenir avec tous ses PV restant en réserve. Donc c'est pas en réserve stratégique, en plus c'est en réserve, donc ça pourrait être la frappe en profondeur standard. Ensuite il va avoir la présence courroucée qui fait qu'à votre phase de charge, vous pouvez choisir une des aptitudes suivantes. Soit il va avoir Glorieux Bain de Sang qui est une aura qui va impacter les World Eaters à 6 pouces ou moins de lui pour avoir plus 1 au jet de charge. Soit il va avoir la Rage Contagieuse qui fait que toutes les figurines World Eaters en dessous de leurs effectifs initial à 6 pouces ou moins de lui vont avoir plus une attaque, et il est précisé que pour les unités d'une seule figurine il suffit d'avoir perdu un point de vie. Et sinon il va pouvoir choisir Massacre Légitime qui est une aura qui va impacter les World Eaters à 6 pouces ou moins de lui, puisqu'elles pourront relancer leur jet de touche. Maintenant, si on regarde un petit peu sa capacité d'attrition pure, il va soit balancer 8 attaques sur du 2 de force 16, PA-4, dégâts D6 plus 2, soit 18 attaques de force 8, PA-2, dégâts 2. Donc, c'est toujours une machine à peindre, mais comme il a ni blessure dévastatrice, ni touche fatale, ni touche critique,
c'est plus pour son tanking qu'on le paye, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Exactement, c'est le vrai problème qu'on va voir dans l'armée, c'est que les blessures dévastatrices, qui sont quand même la réponse à peu près à toutes les problématiques que l'adversaire va vous faire, notamment sur des Death Star d'unités très tanky, et ben malheureusement Angron lui ne l'a pas. Alors maintenant il peut faire la full roll pour toucher et prendre la bénédiction qui fait que sur des 6 on proc des touches, donc globalement on peut quand même arriver sur mes 8 attaques à faire 10, 11 touches derrière qui blesse sur du 2. On va le voir aussi, il y a une unité qui a une aura de 6 pas autour de lui qui fait la reroll des 1 à la blesse, donc quand on combine tout quand même on fiabilise bien, mais c'est vrai que là où tu as entièrement raison, et ça c'est un vrai problème entre guillemets, c'est que ces 8 attaques d'amour, on va tomber sur un pack de Terminator, bah au max on va peut-être tuer 4 thermis, voire 3 si j'ai fait des 1 et que toi t'as fait des 4+. Une unité comme Angron qui va tuer 3 thermis potentiellement, on se dit ok, sachant qu'il ne fait que ça. Donc ça c'est quand même dommage, c'est qu'on est hyper sensible à l'invulnérable adverse et qu'on n'a pas de contre. Après à côté de ça, il revient à la vie, tout ce qui n'a pas d'invulnérable, il le prend, il le catapulte très très loin. On se rappelle qu'il peut aussi avoir le +1 pour blesser. Donc ça veut dire que malgré tout, même sur les figurines qui mettent -1 pour être blessé, type le lion, bah on s'en fout en fait. On arrive, on met le +1 et donc on va venir le tataner. Et après il a quand même sa 3+1 vulnérable, mais derrière s'il les manque, bon bah il va mourir. Donc il a quand même beaucoup d'outils. Ce qu'il faut noter aussi et qui est génial, et ça bravo les concepteurs, c'est que le choix de l'aura d'Angron se fait à la phase de charge. Ce qui veut dire que quand vous revenez de FEP à votre tour, vous pouvez prendre l'aura que vous voulez, la reroll des hits ou le +1 à la charge. Vous prendrez très souvent la charge pour avoir une charge à 8 avec Angron. Donc ça c'est quand même super cool. Et puis dernière chose, comme tu l'as dit, il arrive en frappe en profondeur, ce qui veut dire que en fonction des gunlines que vous avez en face de vous, vous pouvez très bien le mettre en réserve en profondeur pour le faire arriver pour un PC à la fin de la phase de move de votre adversaire. Et alors là tu bouges de 14, c'est pas que dalle. Voilà, et là on bouge au 14, on advance, on charge derrière, on chope le truc, on tabasse. Donc globalement, il est vraiment très très bien, il est très fort, il revient et ainsi de suite. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, eh ben, il va avoir un problème face aux invulnérables. Et c'est vrai que pour gérer ce type-là d'armée avec des grosses enclumes, paradoxalement, on va avoir du mal. Yes. Ensuite, on va enchaîner avec Jacouille la fripouille, c'est-à-dire celui qui a toujours été là à côté d'Angron. C'est Karn le Félon. Il vaut 95 points. Il peut rejoindre une unité de Berserker de Korn. Lui, il va avoir Tueur légendaire qui fait que tant que cette figurine mène une unité, on va pouvoir lancer jet de touche et de blessure de 1. Donc pas mal. Ensuite on va voir le felon à la fin de la phase de charge. Si cette figurine mène une unité et que cette unité n'est à portée d'engagement d'aucune autre figurine ennemie, alors vous devez faire un test de commandement et en cas d'échec, une figurine de garde du corps de votre unité est détruite. Il est beaucoup mieux qu'avant parce qu'avant, pour faire très simple, mais il vous tuait quasiment tous les tours, 1 à 2 figurines à cause de sa règle justement, le félon, donc on n'avait pas envie de le jouer à cause de ça. Là il fiabilise énormément les packs de Berserk, donc si vous le prenez, vous prenez un pack de 10 avec full option et ainsi de suite, comme ça vous avez un pack qui est bien optimisé. Il est sympa parce qu'il fait comme du flat 3. Maintenant excuse-moi, mais quand on le tue alors qu'il n'a pas encore tapé, il tape. Exactement, il frappe de base, exactement, donc ça c'est aussi très très bien contre les armées de corps à corps. À 95 points franchement il est pas très cher. Le seul petit défaut que on va lui trouver, mais on va le retrouver assez souvent dans l'armée, c'est qu'il est que PA-2 au corps à corps, et que c'est vrai qu'aujourd'hui contre des armées type Space Marine, la PA-2 se transforme vite en PA-1, et donc contre du Terminator c'est que de la 3+, et contre des Space Marine lambda c'est de la 4+. Ce qui veut dire que même s'il frappe avec beaucoup d'attaques et du dommage 3, l'adversaire pourra très bien dire hop, un PC, puis en fait ton impact va être assez limité, notamment parce qu'il n'a pas cette règle toujours, on va dire, des blessures dévastatrices. Donc c'est vrai que malheureusement c'est un petit défaut. Maintenant à 95 points il est très bien costé, il est très agressif, il frappe fort, donc il est quand même très bien. Yes, on va ensuite enchaîner avec le Seigneur Invocatus qui lui vaut 155 points. Il est déjà éclaireur, donc il va pouvoir le transmettre à l'unité qui va rejoindre puisqu'il est meneur. Il va pouvoir mener une unité de Berserker de Con, d'Octolier ou d'Octolier exalté. Je trouve la mécanique d'avoir des Berserkers ou des figurines de type infanterie avec justement une figurine montée qui ne dispose pas du mot-clé mais qui va l'hériter par l'unité, c'est très cinématographique, stylé et fort. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Il va avoir donc éclaireur 6 pouces, donc il faut imaginer qu'il va amener de la projection à ces unités là. Il va avoir contre-attaque, tant que cette figurine mène une unité, alors elle va être éligible pour charger un tour où elle a battu en retraite. Donc beaucoup de latitude de jeu aussi de ce côté là. Et enfin la route de 8 foulées de sang, qui est qu'au début de la bataille, avant que les mouvements effectués soient faits en pré-partie pour les éclaireurs et ainsi de suite, vous allez pouvoir donner éclaireur 6 à 2 unités d'infanterie World Eater. Et puis aussi au corps à corps, juste pour terminer sur son profil, il a effectivement des attaques qui, elles, sont pour le coup blessures dévastatrices. Il y a 7 attaques qui vont toucher à 2 de force 6, PA-2, dégâts 2. Donc ça va faire 8 en charge et ainsi de suite. Donc lui franchement, je pense qu'il est toujours auto-include. Il n'est pas comme avant, mais quand même la possibilité de se dire qu'on va le mettre dans un pack d'exaltés d'octoliers de base qui eux aussi la règle scout. Donc déjà, lui plus l'unité,
ils vont bouger de 6 avant que la game commence. Et après, choisir 2 unités à côté et dire bah, ces 2 unités-là aussi, elles vont bouger de 6. Donc un pack de Berserker, pourquoi pas, un pack de Jackal si on a envie d'envoyer des Jackals à la mort. Bref, ou même des Octoliers exaltés qui eux n'ont pas la règle mais vont la gagner grâce à ça. C'est vraiment très très bon. Et puis il a quand même cette fameuse règle des blessures dévastatrices qui font que quand même globalement on est bien content de l'avoir. Donc il a 155 points. Il est quand même cher parce qu'un personnage à 155 points aujourd'hui, c'est pour un leader, c'est vraiment pas donné. À noter que quand même son profil défensif est quand même relativement élevé, c'est-à-dire que même s'il a plus ses bodyguards, il sera pas tuable juste en un éclair. Il faudra mettre quand même quelques ressources pour se le péter. Donc à la limite, pourquoi pas par la suite. Et puis enfin surtout il donne un pack d'exalté, le fait de pouvoir désengager et charger, et ça c'est quand même très très fort parce que ça veut dire qu'on peut se loquer pourquoi pas sur un véhicule, on l'aura peut-être pas tué, le véhicule s'il reste au corps à corps il peut vous tirer dessus mais globalement l'armée en face ne le fera pas, donc pourrez vous désengager et charger. Si vous êtes loqué contre une Death Star ou des choses que vous pouvez pas gérer, vous n'avez pas envie de gérer, vous vous désengagez, vous barrez. Donc ça c'est franchement cette règle est très bien. Yes, ensuite on va découvrir les 2 châssis de Prince Démon, la version à pied qui coûte 220 points et la version ailée qui est moins chère. On a déjà l'habitude chez le Thousand Sun et d'autres armées où là il sera à 215 parce qu'ils ne partagent pas les mêmes aptitudes. On va commencer donc par celui qui est à pied à 220, mouvement de 8, endurance 10, sauvegarde à 2, invulnérable à 4, 10 points de vie, commandement de 6, OC 3, c'est peut-être l'OC 3 qui pêche un petit peu sur cette unité. Maintenant, toutes les figurines d'infanterie à 6 pouces ou moins de lui vont avoir une invulnérable à 4, et quand il a fait un mouvement de charge, il passe en blessure dévastatrice sur tous ses profils. Donc déjà, quoi qu'il arrive, il a un canon infernal qui va faire 3 tirs, on s'en fout, de force 5, PA-1, dégâts 2, mais surtout au corps à corps, il choisit entre 6 attaques de force 10, PA-2, dégâts 3, ou alors 14 attaques de force 8, 100 PA, dégâts 1. Alors celui-là, que dire dessus? Il y a beaucoup de choses à dire. Si tu lui rajoutes la relique, on n'oublie pas que les dommages sont divisés par 2. Donc si vous rajoutez des coups en points, au bout d'un moment, 4 plus invulnérable, il divise les dommages par 2, il est quand même bien tanky. Il ouvre aussi un build potentiel dans le World Eater qui est de se dire pourquoi pas je sors en grande de ma liste, je joue mon Prince Démon avec l'amélioration et mon aura de 4 plus invulnérable, et à partir de là je commence à jouer des packs de 20 Jackals par 6, plus des packs de Berserker potentiellement par 6 aussi, et là en fait je viens avec mes packs qui sont en 4 plus invulnérables sur toute la map, potentiellement moins un dommage sur certains Berserker, et en fait je suis une sorte de rouleau compresseur autour de mon Prince Démon avec la 4 plus invulnérable, et je te mets en fait dans une sorte de défi de venir tuer toutes mes figurines avec ma 4 plus invulnérable. C'est une possibilité de jeu. Je sais pas si c'est la plus forte ou si c'est la plus emblématique, mais en tout cas, quand on joue World Eater, on peut l'avoir. Et puis, on n'oublie pas, il bouge entre guillemets que de 8, mais on se rappelle qu'il peut avoir plus de moves avec une bénédiction de bouger de 10, et qu'il peut avoir l'advance et charge aussi. Donc, et l'advance à 6. Exactement. Donc il peut passer à 16 de mouvement plus charge. Exactement. Et donc aussi, pour se positionner, si on se dit qu'on va mettre son aura 6 pas au mieux, pareil, on commence à avoir un châssis qui est certes monstre mais qui bouge bien entre les ruines, donc franchement il se défend sur un build particulier, mais il est vraiment bien. Yes, on enchaîne ensuite avec le Prince Démon, mais cette fois-ci il est qui vaut 5 points de moins. Lui il va avoir comme 2 aptitudes la terreur ensanglantée qui fait qu'au début de la phase de combat toutes les unités à partir d'engagement doivent faire un test d'ébranlement, et aussi le serpent de corne. Au début de la partie il va choisir une unité ennemie et lui pourra faire full relance des touches, full relance des blessures jusqu'à la fin de la bataille sur cette unité. Par contre si jamais il n'a pas tué cette unité, je prends un petit peu du lore de Age of Sigmar, alors il va mourir de tristesse. Puisque si l'unité n'est pas détruite, lui meurt. Malheureusement il est pas fifou. Alors après ça reste effectivement, il faut relativiser, ça reste une figurine qui bouge de 12, potentiellement 14, donc potentiellement 20 avec l'advance et charge, qui derrière quand même va charger et tatane relativement fort l'unité qu'elle veut tuer. Maintenant à ce jeu-là, est-ce qu'on a envie de mettre plus de 200 points là-dessus, alors qu'on va l'avoir avec d'autres unités qui peuvent le faire aussi et qui ont le mot-clé infanterie? Je suis pas sûr. Autant celui à pied ouvre un build, autant celui-là rajoute de la violence sur quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, donc je pense pas qu'on le verra souvent. Yes, on va enchaîner ensuite avec le Seigneur des World Eaters sur Juggernaut. Il vaut 120 points, il bouge de 10, il a une endurance de 6, sauvegarde à 2, invulnérable à 4, 7 points de vie, OC 2, bon il est mignon. Il peut rejoindre, tout comme les autres de tout à l'heure, les Berserkers, les Octoliers et les Octoliers exaltés. Je trouve que c'est génial, tous les personnages qui peuvent rejoindre toutes les unités quasiment de l'index, je trouve ça trop cool. Il va avoir 2 aptitudes, la première c'est l'avance agressive. L'unité qui la rejoint va pouvoir relancer tous les jets parmi les jets d'advance, de charge et d'élan sanguinaire. Les élans sanguinaires, c'est quand on vous a tiré dessus, vous pouvez faire un mouvement de D6 vers l'unité ennemie. Le fait de le relancer, ça le lisse, enfin, c'est vraiment chouette.
et aptitude ruée sanglante. Chaque fois que l'unité de cette figurine finit un mouvement de charge, on va jeter un dé. Sur un 1, rien ne se passe. Sur un 2 à 3, ça va faire une blessure mortelle. Sur un 4 à 5, ça va faire des 3 blessures mortelles. Et sur un 6, ça fera des 3 plus 3 blessures mortelles. Celui-là, il est aussi pas mal, hein, mine de rien, parce que il tatane un peu. Il donne effectivement, comme tu viens de le dire, la fameuse reroll sur. Alors, l'unité qui peut faire ça, on précise, c'est l'unité de Berserker. Chaque fois que vous lui tirez dessus et qu'un Berserker va mourir, ils vont gagner un move d'un des 6 pas vers l'unité la plus proche. Et ils peuvent finir en engagement. Donc en gros, d'un moment, et là où c'est quand même, et pour terminer aussi pourquoi c'est très bien, c'est que on le sait, la létalité au tir est un peu plus faible. On sait qu'on peut être moins un dommage sur du pack de Berserker. Donc en gros, un pack de 10 Berserker, vous n'allez pas le wipe en un tour. Peut-être qu'il en faudra 1 ou 2 pour vraiment le wipe. Quand vous avez un personnage dedans qui fait que le D6 de move, vous allez pouvoir le rejeter. Bon bah tout de suite, vous dites qu'en moyenne, vous allez faire 3 à 6 pas en plus et que ça peut être les pas qui sont nécessaires pour rentrer en zone d'engagement. Donc c'est vrai que ce personnage est très très bien avec les berserkers pour ça. Maintenant c'est comme tout, il faudra faire des choix. 125 points, c'est cher. C'est un peu le problème du Codex World Eater. Il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais beaucoup de choses qui sont chères et on peut pas tout rentrer, il faut faire des choix. Passons à la pépite. La pépite, c'est le maître des exécutions des World Eaters. Il ne vaut que 80 points. D'un autre côté, s'il était plus cher, il serait pas sizé. Donc là, il est bien sizé à 80 points. Il va pouvoir rejoindre une unité de Berserker de Khorne uniquement. Par contre, quand il les mène, il leur donne combat en premier. On rappelle l'ordre de lancement dans lequel la phase de combat s'opère. Ah putain, les termes sont trop complexes. Dans la 10e édition de Warhammer 40 000, en fait, en cas d'égalité, c'est l'adversaire qui commence. C'est le joueur dont ce n'est pas le tour. Donc en général, ce qui se passe, c'est quand à notre tour, nous, on charge, on a frappe en premier, puisque c'est la règle qui nous le donne. Et derrière, vu qu'on est frappe en premier, on frappe en premier. Si en face, il y a du frappe en premier, même si on charge, lui tape en premier. Et quand c'est du World Eater en face, tu dis que la seule unité en général que tu as dans ta liste qui va permettre de taper, parce que sinon après tu te fais interrompre et ainsi de suite, là, c'est un World Eater qui va le faire. Celui-là, c'est vraiment celui que je prends quasiment tout le temps dans toutes mes armées, en fait, pour 2 raisons. Première raison, c'est ce que je viens d'expliquer. Le fait de combattre en premier donne un avantage stratégique sur les unités de corps à corps et dans les combats avec son adversaire. Donc celui-là est vraiment très bien pour ça, notamment parce que ça veut dire que j'ai une unité qui combat en premier, l'autre unité potentiellement pour 2 PC elle interrompt un combat aussi, donc c'est à dire que l'adversaire au bout d'un moment il va devoir utiliser beaucoup de ressources pour pouvoir gérer plusieurs de vos unités. L'autre souci qu'on a en World Eater, c'est comme on l'a vu, finalement combattre en mourant, là où sur les autres armées c'est un stratagème, donc finalement c'est j'ai gardé les PC qui vont faire que je vais pouvoir frapper en mourant. Non, le World Eater il doit sacrifier une de ses bénédictions, et on a vu qu'il y a quand même des bénédictions qui sont très bien, pour avoir celle-là et potentiellement s'activer parce que c'est sur du 4+. À titre personnel, je suis un peu triste parce que quand vous regardez le codex Space Marine du Chaos, on sait que quand on est une unité de Khorne dans Space Marine du Chaos, ça s'active sur du 3+, c'est pas du 4+. Là, on sait pas pourquoi, c'est sur du 4. Donc, c'est vrai que, entre guillemets, ce qui permet de dominer le corps à corps aujourd'hui dans les armées de corps à corps, c'est ces 2 règles. C'est je combats en premier ou je frappe en mourant avec toute mon unité ou partiellement avec mon unité pour dire à votre adversaire en gros tu peux pas m'impacter parce qu'en fait si tu m'impactes quoi qu'il arrive sur la cascade du trade je vais gagner grâce à ça. Et c'est vrai que la seule source de combat en premier c'est ce petit personnage, donc au bout d'un moment si vous voulez jouer World Eater et vous voulez absolument dominer la phase de corps à corps, il vous faudra avoir ce personnage là dans vos unités pour justement dire à votre adversaire je suis sur le point, tu viens me charger, je vais frapper en premier, si je suis bien planqué tu peux pas me tirer dessus. Donc en gros ce point là avec mes 10 berserkers qui sont OC2 on lui tout de suite qui vaut 20, tu pourras pas me le poker avec un petit doigt de pied. Si tu viens me charger je vais te frapper en premier et donc quand même je vais t'attendrir, et si tu me tires dessus soit t'as pas les lignes de vue, et si tu les as dans le pire des cas pour un PC, je vais créer un PC, si je suis mort l'objectif sera quand même à moi. Donc pour tous ces outils là, celui-là clairement on va le prendre au moins une fois. Yes, on peut aussi parler de sa capacité d'attrition, puisqu'en fait en gros il a la règle Orion meurtrier qui fait qu'à chaque fois qu'il cible un personnage il peut relancer les jets de touche et les jets de blessure. Ça tombe bien, sa hache elle est blessure dévastatrice et précision. Il a tous les bons mots-clés à 80 points. Il a pas 50 attaques, il en a 5 qui vont toucher à 2 de force 7 et à moins 2 dégâts 2. Bah écoutez, c'est parfait. Il va relancer tous les jets de touche puisqu'il sera en duel gratuitement. Et en plus il va relancer tous les jets de blessure pour tenter de faire de la mortelle et dire bah tu vois toutes les mortelles c'est précision. Et c'est pour ça que je parlais du fameux glaive du Berserker sur cette figurine là qui a 5 attaques, donc de base 6 avec le glaive du Berserker, potentiellement elle peut monter à 8, si vous avez chargé elle peut monter à 9 sur des flats 5 qui peuvent faire de la mortelle. Donc là c'est pareil, papa il tartine sévère. Yes, on va ensuite passer aux Berserkers de Khorne. Comme ils sont ligne troupes dans cette armée là, ils sont au C2. En tout cas en termes de coups en points ils sont jouables de 5 à 10 à 115 points par tranche de 5 figurines, donc 230 les 10, donc soit 23 points le bonhomme. Franchement ils ont pas à pâlir, ils sont pas à rougir. T'as compris? T'as compris? Puisque... Non.
Je ne sais pas quoi dire. D'accord. En gros, au niveau de leur équipement, ce qu'il faut juste noter, c'est que par tranche de 5 figurines, ils peuvent avoir un Eviscerator qui va faire 3 attaques en force 8, PA-2, dégâts 2. Sinon, chaque bonhomme fait 4 attaques sur du 3 de force 5, PA-1, dégâts 1. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont avoir élan sanguinaire qui fait que quand on les a pris pour cible et qu'il y a eu un mort, ils peuvent faire un mouvement de D6 vers l'unité ennemie tout en rentrant à portée d'engagement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne payent pas l'icône, c'est-à-dire que non seulement ils ne payent pas l'icône, mais ça ne remplace pas une arme. Non. C'est là où c'est intéressant. Et ça fait que au début du round, quand tu jettes tes dés pour les bienfaits de corne, si jamais par unité qui contrôle un objectif, tu pourras relancer un dé. Donc à la limite, ça c'est pas mal. Comment est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois par 5 en low cost ou tu vas aller chercher autre chose, ou est-ce que c'est systématiquement par 10 dans ta gueule? En fait, il y a les deux possibilités. Ça va dépendre de comment on les attache. En fait, c'est très simple. C'est comme une unité qui, mine de rien, a un bon coup de poing, qui est au C2, comme tu viens de le dire. Donc, du moment qu'elle va commencer à faire un peu de dommage à une unité, bah, elle va reprendre l'objectif assez facilement. C'est une unité aussi qui a tous les bons mots-clés sur le fait que infanterie, advance, charge. Donc, quand ça sort d'un rhino, bah, ça gagne 3 pas. C'est-à-dire que ça fait 6 plus 3, 9. Plus 2 si j'ai la bonne bénédiction, ça fait 11. Je sais que je peux faire un advance auto à 6, ça fait 17. Et derrière je vais charger à 2d6. Donc en termes de projection en sortie de Rhino, c'est un bon missile qui va loin. Et effectivement, comme tu le dis, soit on le jouera par 10, on va mettre 40, on va mettre un mètre des exécutions. Mais rien n'empêche de se dire qu'on va jouer aussi des packs de 5, plus en MSU, et qui eux vont être là pour, hop, je clean un objectif. Derrière tu me tues, un PC, l'objectif est toujours à moi. Et j'ai pas mis beaucoup de ressources, 115 points c'est pas cher. Donc très très clairement, je pense que c'est l'unité la mieux costée de tout l'index. Et le codex va tourner autour de ces unités là. Yes, t'as raison, par 10, encore une fois, ce qui est bien, c'est que même si t'es mort, bah, il te reste 5 mecs, tu comptes 10 sur les objectifs, Ouais. quoi. Ça, c'est extraordinaire. C'est un petit peu la faille des chacals, qui sont l'unité d'après, parce qu'ils sont libres, mais ils comptent que points. Alors, encore heureux, on est. Tu sais qu'on dit un chacal des chacals. Non. Et ben voilà. Non, c'est sûr. Mince. C'est sûr, on dit des chacos. Ils le disent à la télévision. Ah oui, bah c'est bon. Alors c'est validé. En tout cas, les chacos, ils vont être à 75 points les 10, 150 points les 20. Ils sont au C1. Malheureusement, ils ont une sauvegarde à 6. Ils n'ont pas d'amélioration au niveau du tanking. Mais deux choses. Déjà, ils ont objectif ravagé qui fait que quand ils quittent un objectif qu'ils contrôlent, ils continuent de l'avoir. Et ils sont aussi l'icône de corne qui, tout comme les berserkers, font que si tu contrôles un objectif au moment où tu fais tes bienfaits de corne, tu peux relancer un dé par objectif que tu contrôles. Derrière, ils peuvent remplacer leurs armes, toutes les 10 figurines, par des armes un petit peu plus énervées. Comment tu vois leur positionnement? Est-ce que finalement, c'est les berserkers par 5, par 10, comme tu l'expliquais tout à l'heure, et eux par 10 à 75 points? Comment est-ce que tu les vois en fait? Alors eux ils sont quand même bien. On n'oublie pas, ils ont aussi un petit Phenopain. Donc c'est vrai que quand ils commencent à avoir une 4 plus 1 vulnérable plus le petit Phenopain, pour des figurines qui valent pas si cher que ça, 75 points, ça fait donc 7,5 points les 10. Avec donc le prince démon. Avec le prince démon à pied. Donc là c'est vrai que par des packs de 10, 20, on commence à avoir quand même un truc qui tank beaucoup trop entre guillemets pour son coup en points. Donc option de jeu. Autre option de jeu, on vient de le voir, ils sont sticky. Les objectifs, c'est-à-dire qu'à la fin de ma phase de commandement, si je le contrôle, je le garde. Là où c'est super bien, c'est vous commencez, bah c'est super, l'objectif est à moi et après je les bouge, tu les vois plus de la partie et à la limite, eux ce qui viennent c'est après que j'ai cleané des objectifs, eux ils viennent derrière un peu comme des charognards pour contrôler chaque fois l'objectif à la fin de phase de commandement et chaque fois dire bah c'est sticky, c'est chez moi et ainsi de suite. Si venir les récupérer, faut que tu t'approches, je te rentre dedans. C'est quand même cool. Si jamais, et ça c'est aussi sympa, votre adversaire commence et ils sont sur un objectif à vous et qui dit ok je vais faire mes tirs sur ligne de vue, tes petits dégâts qui sont entre guillemets en t-shirt je les tue, il va vous les tuer, c'est pas très grave, un PC l'objectif est toujours à moi, donc ça veut dire que pour 75 points en fait l'objectif chez vous l'aurez toujours, c'est à dire soit vous avez commencé il est sticky, soit vous n'avez pas commencé on les a tués en ligne, sans ligne de vue, il est à vous. Donc rien que pour ça en fait en option de jeu je pense qu'il faut au moins un pack pour sécuriser sa backline contre les armées qui vont tirer sans ligne de vue. Et après je les trouve quand même toujours très bien comme je viens de dire pour se dire ok je bouge, j'ai une advance, pourquoi pas je bouge de 6 plus de 8, advance à 6 à 14. Donc tac je les projette sur un objectif que je viens de prendre. Prochaine phase de commandement bah, on fait la même technique en fait. Soit tu me tues un PC c'est à moi, soit tu me tues pas ça devient sticky c'est à moi. Donc c'est pénible, c'est que vraiment moi je le vois vraiment comme la petite unité pénible à votre adversaire, il n'a pas forcément eu les gérer parce que très certainement il aura Angron, il aura des berserkers chez lui, il aura d'autres choses que ça à gérer, mais tant qu'il les gère pas, il y a les petits gars qui sont derrière qui vont ramasser les crânes de ceux qui sont morts, il dit bah l'objectif est toujours à moi, alors par là-bas. Donc c'est quand même sympa. Ensuite, unité intéressante, ça va être les Terminators, jouables à 5, à 195 points, 390 points les 10. Ils ont le fait d'avoir plus 1 pour toucher si jamais ils sont en dessous de leurs effectifs initiales et plus 1 pour blesser s'ils sont en dessous de la moitié de leurs effectifs.
On connaît globalement les Terminators, leur châssis a été revu, ils ont maintenant Endurance 5. Par tranche de 5 figurines, ils peuvent avoir 2 armes de tir et sinon au pire quoi qu'il arrive, ils peuvent tous remplacer leur combi-bolter par une arme combinée. En fait moi ma question c'est, on connaît les Terminators. Maintenant est-ce que tu veux les jouer en World Eater ou est-ce que de toute façon t'en as pas besoin pour avoir une saturation de tir que tu n'as pas ailleurs dans le Dex? En fait c'est très bonne question. Aujourd'hui, ils ont un positionnement qui est un peu compliqué parce que 195 points entre guillemets, c'est pas non plus donné. C'est pas excessivement cher par rapport à d'autres Terminators, mais c'est pas non plus donné. En termes de létalité, ils ont une létalité qui est ok, on va dire, en tout cas par rapport à d'autres choses. Maintenant, peut-être le souci qu'on va avoir avec eux, c'est qu'ils bougent que de 5, là où les autres vont bouger beaucoup plus vite. On va voir qu'on a des unités qui se projettent beaucoup mieux. Elles vont peut-être un peu moins se projeter que d'autres. On n'a pas de mécanique pour faire une advance et shoot avec le World Eater. Donc c'est-à-dire que si on veut shooter, si on veut tirer, on va bouger que de 5. Et franchement, on n'a pas très envie de ça. Ça peut être une unité qui arrive en FEP, mais c'est vrai que se dire que 200 points qui sont mis dans une unité qui fait pour faire une option, une action ou autre chose, c'est pas simple. Après, ça reste une bonne unité parce que, comme tu viens de le dire, très tanky. C'est l'unité la plus tanky qu'on a aujourd'hui en World Eater. Ça peut être une unité effectivement qui fait sens par rapport à ça, elle va pouvoir tenir la table. Après, le dernier entre guillemets souci qu'on a, c'est que toutes les autres unités de notre index, on a des leaders qui peuvent venir les améliorer. Les Terminators, rien. Les Terminators, ils restent comme ils sont. Alors, je dis pas que c'est pas bien, mais globalement, la plupart du temps, on va quand même regarder les leaders, les bonus qu'on va donner et améliorer des unités qu'on améliore avec les leaders pour vraiment les rendre entre guillemets plus fortes. Là où le Terminator, on peut pas. Donc, il a un positionnement qui a le cul entre deux chaises. On peut vouloir le chercher parce qu'il est pas déconnant, mais je pense que quand on va construire sa liste, on va aller chercher d'autres unités en priorité. On va ensuite passer sur une des unités phares de cette armée, c'est les Octoliers. On verra tout à l'heure qu'il existe les Octoliers exaltés et les Octoliers tout court. Les Octoliers tout court, c'est par tranche de 3 figurines à 155 points, soit 310 points les 6. Maintenant, ça bouge de 9, ça a une endurance de 6, ça a une sauvegarde à 3, ça a une invulnérable à 5 et ça a surtout 3 points de vie, ce qui est très correct en termes de plage justement de points de vie. Derrière, ils ont éclaireur 6 pouces, donc nativement ils bougent de 6 pouces en début de partie. Ils ont une règle qui s'appelle Fano de rage qui fait que les World Eaters amis à 6 pouces ou moins 2 vont relancer les jets de blessure de 1 quand ils tapent sur une unité à qui il manque au moins une figurine, et sinon ils relanceront tous les jets de blessure s'ils tapent sur une unité qui est en dessous de la moitié de ses effectifs. Ils ont chacun 6 attaques de force 5 PA-2 dégâts 2, et le chef peut soit avoir 8 attaques de force 7 PA-3 dégâts 1 ou 4 attaques de force 9 PA-2 dégâts 3. Qu'est-ce que t'en penses? Comment est-ce que tu les joues? Est-ce que tu joues par 3, par 6? Est-ce que finalement, comme aujourd'hui, il y a peut-être moins d'intérêt d'aller chercher le nombre maximum d'octoliers dans ta liste, tu vas peut-être plus chercher 3 unités d'octoliers et 3 unités d'octoliers exaltés. Comment tu les joues? Je pense qu'effectivement, si on joue les personnages attachés, on va essayer de les jouer par 6 pour essayer d'optimiser au maximum le buff. Alors, le problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'est vrai que ce qui a changé, ils sont quand même beaucoup plus chers qu'avant. 155 points les 3, on commence à payer pour 3 figurines 155 points. Alors oui, ils ont endurance 6, oui, ils ont 3 PV. Maintenant, ils ont qu'une 3+. De save, ils n'ont pas une 2+, comme certains. Ils ont une 5+ invulnérable, ok, mais c'est clairement pas fiable. Ils n'ont pas de feel no pain, sauf si on leur donne, c'est-à-dire qu'on a claqué la bénédiction. Ils sont plus chers parce qu'aussi maintenant ils sont scouts natifs, c'est-à-dire que nativement ils vont bouger de 6 pas, donc ça c'est quand même super bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un personnage attaché autour d'eux pour dire tiens, il y a une table où s'il y a juste 3 gars ou 6 gars, ils vont bouger de 6, ils vont la prendre. Donc globalement, ils sont quand même bien. Moi, la crainte que j'ai pour le moment avec cette unité-là, c'est que si on les prend par 3, avec malheureusement leur PA de 2, ils risquent de rebondir assez facilement, quoi. Et c'est un peu un problème quand on a une unité qui se veut une unité coup de poing, qui peut rebondir. Maintenant, juste sur les stats, pour que vous compreniez bien, une unité d'octolier, ça bouge de 9, potentiellement donc de 11, ça a un pré-move de 6, donc ça fait 17, ça a une advance auto à 6, ça fait 23, et ça charge. Ça veut dire que quand même, avoir un pack de 6 avec le Lord, un Vocatus ou l'autre Lord, ça dit à votre adversaire, déjà, à 23 pas plus 2d6, si j'ai le T1, je te charge. Donc, ça veut dire que votre adversaire, il va quand même devoir le prendre en compte dans son déploiement. Sauf s'il peut faire des cordons, des trucs, mais vous mettez toujours la pression. Donc cette unité, rien que pour dire que T1, ok, j'ai qu'une unité qui peut traverser la table, te rentrer dedans, mais si je la prends par 6, autant par 3 ça peut rebondir, autant par 6 ça va pas rebondir du tout et ça va commencer à clean ce que ça veut clean, c'est très bien, rien que pour ça en fait, pour la pression psychologique qu'on va mettre. Après, c'est 310 points, plus un leader à 155 points, donc on commence à arriver sur des unités à 460 points. Ça, c'est beaucoup, c'est beaucoup aujourd'hui dans le jeu. Je te propose qu'on passe tout de suite sur les Octoliers exaltés. Les Octoliers exaltés, ils sont à 180 points les 3.
Derrière, ils ont la même ligne de défense. Par contre, au corps à corps, ils vont pouvoir choisir soit de faire 3 attaques de force 14, PA-3, dégâts 2, soit 6 attaques de force 6, PA-2, dégâts 2. Eux, ils ont pas de mouvement pré-game, mais ils ont un insensible à la douleur à 6 tout le temps. Et ils ont colère irrépressible qui fait qu'à chaque fois qu'une unité ennemie à 6 pouces ou moins est choisie pour battre en retraite, l'unité doit faire un test de commandement, sinon il reste immobile. Alors, moi en fait, la data sheet en elle-même est super. Voilà, ça bouge vite. On n'oublie pas qu'avec la bénédiction, son Feel No Pain à 6 passe à 5. Donc c'est vrai qu'un vulnérable à 5, Feel No Pain à 5 sur des unités à 3 PV endurance 6, ça commence à causer. Maintenant, le vrai souci, et puis l'aura dont tu viens de parler, effectivement, qui est quand même très forte malgré tout, c'est que si je suis engagé au corps à corps, que tu manques ton jet de commandement, tu peux pas désengager. On se rappelle que le stratagème qui existe aujourd'hui, c'est les tests d'ébranlement, mais on n'a rien. Ah, tu peux même pas relancer le jet. Voilà, on peut rien lancer, si t'as manqué, t'as manqué. Donc c'est vrai que sur certaines armées qui ont quand même un commandement relativement faible, ça devient très fort parce qu'en gros, bah, je suis au corps à corps, tu peux pas désengager, je vais te relater. Ou quand je consolide, si j'ai la possibilité de consolider sur toi, pareil. Donc ça, franchement, la datasheet en elle-même est super fort. Le vrai problème qu'on a à côté de ça, c'est que c'est 180 points, quoi. Et 180 points pour trois petits gus qui très vite vont mourir, hein, parce que rien n'est immortel dans cette version et très, très vite on peut sortir. Sans compter derrière qu'ils ont 3 points de vie, ça veut dire qu'ils sont 9 sur les squads, ça veut dire que nativement ils ont un insensible à 6 et on va dire partir du principe que tous les tours vous claquez vos votre double pour justement passer à un insensible à 5. Mais donc l'unité a statistiquement 12 points de vie. Il y a beaucoup d'unités qui savent faire en tout cas 12 mortels. D'ailleurs, c'est même le palier en général stat qu'on appelle les Stenguard et ainsi de suite. Au contraire, eux, Stenguard, ils prennent un pack, ils le butent, ils tirent une deuxième fois, ils butent un deuxième. Bah voilà, t'as un peu résumé aujourd'hui le problème, c'est qu'ils ont une tankiness qui est relative et qui est vraiment très chère. Donc c'est pareil, c'est une unité qui, à l'heure actuelle, faut prendre des pincettes. On va pas beaucoup la jouer parce qu'à 180 points, franchement, c'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que ça va faire ou ce que ça peut tanker. En revanche, il suffit que demain, quelques datasheets bougent un peu en points et que celle-là baisse en points pour que tout d'un coup, le discours soit pas le même et qu'on se dise, ok, je vais les jouer parce que quand même l'aura est très forte. Yes, on continue avec le chausson, c'est-à-dire le Land Raider World Eater qui vaut 255 points. Lui, on va noter que, en gros, il peut transformer quasiment tout le codex, donc ça c'est plutôt pas mal. Les infanteries World Eater, il y a 12 places dedans. Les octoliers exaltés et les terminators comptent alors pour 2. Il n'y a que les enfants du chaos qui seront orphelins, quoi. Est-ce que tu penses qu'un chausson comme ça est intéressant? Je rappelle, 255 points, ça bouge de 10, ça a une endurance de 12, une sauvegarde à 2, pas d'invulnérable, mais 16 points de vie et OC5. En fait, cette unité, je la trouve super bien en World Eater. N'oublions pas qu'elle peut avoir un C plus Feel No Pain, donc toujours sur le tanking, c'est toujours très bien. Elle vous donne la projection encore plus loin sur vos octoliers et ainsi de suite. Surtout, elle vous donne la protection que non pas ce qu'on vient de voir les octoliers exaltés, même si on voit leur profil avec leurs 3 points de vue endurance 6, la réalité c'est qu'ils n'ont pas autant de tankiness que ça. Donc c'est vraiment le chausson premium pour garder au chaud vos grosses unités de corps à corps. Maintenant pour moi on ira le jouer si on joue pas en grone. Parce qu'en grone 415 points comme on l'a vu tout à l'heure, c'est beaucoup de points. Donc si on se dit on joue pas en grone, pourquoi pas on joue un prince démon avec plein de jackals et puis un ou deux land raiders avec dedans des unités qui cognent. Franchement je pense que c'est jouable et que c'est pas déconnant. Mais on pourra pas tout faire et en tout cas le land raider en World Eater on y pense. D'accord, on va ensuite passer au Predator Annihilator et au Predator Destructor. Bonne surprise, là ils ont été adaptés en points puisqu'ils sont tous les deux à 130. Donc tu choisis soit d'avoir au total 3 tirs de canon laser de force 12 ou 14 PA-3 dégâts D6 plus 1, soit les 4 tirs d'autocanon qui vont être force 9 PA-1 dégâts 3 plus justement 2 canons laser de base. En fait, tu as tellement pas moyen d'ouvrir un rhino à distance que on s'interroge en fait sur comment faire ça. En fait, t'as raison, mais moi dans ma logique, ce que je préfère me dire à l'heure actuelle, c'est on peut pas fiabiliser les tirs. Le problème c'est que 3 tirs de canon laser, on n'a aucun moyen de fiabiliser. En fait, ça ne fera rien. On va le dire sur toutes les gammes. Stratagème générique, -1 pour être touché avec fumigène. Voilà, fini. Rideau. Exactement. Donc en fait je pense que la réalité c'est que dans ce codex là ce qui va se passer c'est quand la personne va jouer son rhino ou des véhicules, soit vous avez besoin vraiment de le sortir, vous avez pourquoi pas en grone, soit le stratagème plus 1 pour blesser avec une unité d'octolier ou même de berserker qui peut potentiellement faire la blague, soit sinon bah tant pis, vous allez contester tout simplement l'objectif avec vos berserkers ou votre propre rhino ou d'autres choses pour dire bah écoute c'est pas grave, je te le tue pas et puis je te gère autrement. Donc clairement c'est une armée de contrôle map, c'est une unité où on va devoir jouer sur les OC et devoir réfléchir où on envoie ces unités, mais clairement je pense qu'en tout cas on n'a pas les moyens dans le codex aujourd'hui d'avoir des tirs assez fiables pour se dire je m'appuie dessus pour sortir ces unités tanking de monstres ou de véhicules. Même question finalement pour le profanateur des World Eaters. Donc lui il vaut 210 points, endurance 10, 14 PV, invulnérable à 5, sauvegarde à 3. Mais est-ce que finalement c'est en World Eater que tu as envie de le jouer quoi? En fait il aura toujours le même problème celui-là, c'est que Sarek qui est censé être
comment dire, qui est censé le rendre plus facile à manœuvrer sur une table parce qu'on va ignorer les décors de 4 pas ou moins, en réalité, sur les tables de jeu actuelles, ça ne change strictement rien. Et donc vous avez votre châssis qui va avoir du mal à bouger. Maintenant, si demain ça change et que ça traque c'est 6 pas ou moins ou d'autres choses, ou là où effectivement les petites ruines par exemple, on commence à pouvoir les éviter plus facilement, là je dis pourquoi pas, parce qu'on commencerait à avoir une unité qui peut aller quasiment tout droit ou très facilement tout droit, qui peut bouger pas de 8 mais de 10, qui peut faire une advance à plus 1, donc à 6 pas, donc qui va faire une advance à 16, qui va charger derrière, et franchement il t'atteint sévèrement au corps à corps, et au tir il est pas dégueu. Donc dans cette optique là, c'est à dire que aujourd'hui non, parce que je trouve que les moins de 4 pas c'est pas assez structurant pour se dire que la table je vais pouvoir vraiment contourner les décors qui m'embêtent. Maintenant si ça c'était un jour amené à bouger, franchement il est pas déconnant. Yes, petit débat aussi ouvert sur le Ferro Centaurus. Lui il peut avoir soit 2 autocanons Hades et une mâchoire, soit une mâchoire et 2 canons ectoplasma, ou alors 3 canons ectoplasma pour en faire une full tir, faire 3d3 tirs plus déflagration, donc plus 1 par tranche de 5 figurines. En gros, vous allez faire 3d3 plus 3 tirs de force 10, PA-3, dégâts 3, avec comme d'habitude attaque furieuse qui fait que vous allez faire des tests d'attrition aux unités qui vont être touchées par cette arme-là, enfin cette unité-là. Il est pas trop mal, maintenant il est à 150 points, on se rappelle que le Spaceman du Chaos qui lui fait de la mortelle est à 165 points, et que le Thousand Sun qui met -1 pour être touché derrière est à 135 points. Donc bon, ok, pareil on s'interroge, pourquoi tu ne celui-là... fais que souligner le fait qu'il y a un problème avec les TS. Oui, enfin le problème de costing, c'est-à-dire que celui-là qui permet de faire des jets effectivement d'ébranlement, ouais, pourquoi pas, mais on va pas chercher une unité pour faire des jets d'ébranlement, en tout cas c'est pas ce qui est le plus fort. Maintenant, malgré tout, avec ses tirs blast, c'est vrai que c'est quand même une bonne arme pour venir faire de la force 10, pas -3, dégâts 3, qui a quand même du volume de tir. Je pense que si demain dans le World Eater on a besoin de tir, on va aller se tourner vers cette figurine là, même si entre guillemets elle est un peu plus chère qu'ailleurs, mais franchement elle reste totalement correcte pour son coût en points. Et le Ferro Cerberus qui lui est à 175 points, qui bouge de 10, il a le même châssis, donc 12 PV, endurance 10, sauvegarde à 3, invulnérable à 5, beaucoup d'attaques aussi, pas d'action certes si tu le mets en full corps à corps, mais finalement comme lui a plus de projection que dans n'importe quel autre codex, est-ce que ça te donne pas envie de le jouer là pour le coup? Ben ouais, si justement c'est pareil, celui-là, pourquoi pas une armée, on a dit les archétypes qu'on voit d'armée, pourquoi pas le prince démon avec sa plus invulnérable, des jackals, c'est plein d'infanterie pour en bénéficier, pourquoi pas une armée un peu plus élitiste avec un Angron qui va venir très énervé et derrière des rhinos avec des berserkers qui viennent prendre la table. Autre build possible, on vient de voir, les machines démons, parce que c'est vrai que les machines démons bénéficient énormément du plus de move et de l'advance et charge. Du feel no pain. Du feel no pain, de tout ce qu'on a vu, donc c'est vrai que c'est totalement possible. En plus celui-là, ce qui est quand même pas mal en World Eater, c'est qu'il a plus 2 à la charge du moment qu'on va charger une unité qui a été endommagée. Donc c'est vrai que si on imagine qu'on a eu un defiler qui a blessé une figurine, qui a fait perdre une figurine, enfin une figurine est morte, celui-là pourquoi pas, il peut arriver des réserves, avoir plus 2 à la charge, faire une charge à 7 et donc impacter. Franchement, il est pas mal. Après pareil, 175 points, moi je le trouve encore un peu cher. Donc c'est un problème peut-être de costing, mais sinon, pourquoi pas sur la globalité, sur la logique de l'armée, on peut le jouer. Derrière, petite incompréhension, on va passer au Meta Brutus des World Eater. En soi, il a 150 points, endurance 9, 8 points de vie, sauvegarde à 2. Il est cohérent. Maintenant, là où je comprends pas, c'est que dans toutes les autres armées, il donne un bonus, que ce soit à la touche à la blesse ou dans d'autres armées il donne autre chose. Lui il donne rien et il a gardé sa règle fou furieux qui est que quand on lui tire dessus, et ben il retire dessus, ou quand on lui tape dessus, il retape dessus. De façon pour le moment infinie, techniquement. Donc il s'active, il tape, vous le tapez, il tape. Donc tous les Exact. mécanismes de piling derrière, blablabla. Et contrairement au Blood Angel, on n'a pas 6 pouces. Exactement sur le pile et sur la consolidation. Donc ça c'est le problème, effectivement on peut pas faire des cascades, on va dire au bout d'un moment. Mais malgré tout, pourquoi pas, il tank plutôt bien. Ça veut dire que si vous l'équipez au corps à corps, c'est-à-dire que quand votre adversaire vous attaque, s'il a 2 unités pour vous tomber, voilà, vous avez une interruption gratuite. C'est quand même pas dégueulasse non plus. Sur les tirs, c'est pareil. Si l'adversaire vous le sèche pas d'un coup, vous allez pouvoir tirer derrière. 150 points, c'est ok. Franchement, celui-là aussi, il bénéficie de l'advance et charge, du plus de move, pareil, donc pour l'équiper au corps à corps, c'est-à-dire qu'il peut aller au corps à corps plus rapidement. Franchement, pourquoi pas. Maintenant, il est peut-être un peu cher, mais je trouve pas complètement déconnant. On passe ensuite au Metadrake, donc au Eldrake des World Eater. Malheureusement, on est à 215 points. Aérodyme stationnaire, encore heureux, donc il a le droit d'être là sur table. Il va pouvoir faire D6 plus 3 touche de force 6, PA-1, dégâts
2 en ignore cover ou avec son autocanon Hades. Là où pour le coup c'est intéressant, c'est que chez d'autres armées du chaos, on pense par exemple au Thousand Sun, il va faire un ignore les couverts pour toute l'armée sur l'unité qu'il a survolée. Là, lui, tout simplement, il va jeter 2d6 et pour chaque 4+, il va faire D3 blessures mortelles. Oui, effectivement, donc c'est pareil, problème de costing. Ouais. Après, en voir le temps, on se dit tiens, c'est sympa, on a plus une attaque, plus en force, au corps à corps, du coup, il est peut-être un peu meilleur. C'est vrai que bon il y a d'autres mécanismes qui sont sympas, mais le problème c'est qu'à 215 points, c'est pareil. Est-ce qu'on va aller chercher le Eldrake qui est au C0, qui va finalement servir juste à potentiellement venir un peu embêter l'adversaire? Je pense pas. Yes, on va enchaîner ensuite avec le Rhino, le chausson des World Eaters. On est à 85 points dans cette armée-là. Écoute, on connaît, hein, c'est-à-dire endurance 9, 10 points de vie, sauvegarde à 3 et OC 2. Est-ce que tu mets un Rhino dans tes listes aujourd'hui ou pas? Ouais, on va en jouer au moins un ou deux. Si on veut jouer, en tout cas, si on veut jouer des berserkers et les protéger un peu au bout d'un moment de la phase de tir adverse, on va y aller. Très clairement, alors 85 points, effectivement, je pense que c'est le coup. On n'oublie pas qu'on a le Fumigène et le 6+ Finopane si on veut sur l'unité. Moi, le Rhino, je le trouve très bien. Et pour le coup, c'est une des unités qui va nous permettre de faire les actions, de faire les secondaires aussi plus facilement qu'on peut faire. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure quand on a parlé effectivement des octoliers. Le problème des octoliers aussi majeur, au-delà du coup en points, c'est qu'ils ne font rien d'autre que du corps à corps parce qu'ils n'ont pas d'arme de tir. C'est-à-dire que vos octoliers, quand il restera ne serait-ce qu'un octolier basique, s'il n'a pas de personnage attaché avec lui, hein, c'est un Lord Juggernaut ou le Lord Invocatus, il va servir à rien en fait, parce qu'il va pas impacter, il va pas faire d'action, il va rien faire. Donc c'est vrai que en plus c'est des unités qui ont besoin d'avoir un leader pour pouvoir être efficace. Et paradoxalement, le Rhino c'est un peu l'inverse, c'est qu'une fois qu'il aura débarqué vos berserkers, il restera utile pour faire tous les secondaires. Donc clairement, je pense qu'on en jouera au moins un ou deux. Ensuite, on va parler des rejetons du chaos, toujours jouables à 2 à 65 points. Ils ont les mots-clés de faction, hein, donc ils sont complètement synergisables par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que tu penses qu'à 65 points, des petites unités comme ça où tu ne mouilles pas trop, ça te fait 2 OC sur un objectif, bon c'est de la merde, mais bouge de 8, plus 2, potentiellement 10, blablabla, est-ce que tu les joues à 65 points? Alors lui il est rigolo parce que quand on met le Finopane, il passe Finopane à 4. Sur une unité qui a 4 PV endurance 5, Finopane à 4. Ouais, c'est là. Et en plus qui se régénère, on se rappelle que tous les rejetons se régénèrent de D3 PV. Il y en a deux, franchement, c'est pénible. Là où il peut être effectivement toujours rigolo, c'est avec ce stratagème, on se rappelle, je meurs sur l'objectif est toujours à moi. Donc ça peut être aussi un choix, est-ce que vous prenez lui ou vous prenez des jackals pour faire cette même technique qu'on a dit, hein, si tu me tues c'est pas grave, l'objectif est toujours à moi pour un PC. Pourquoi pas, à titre personnel je préfère les jackals pour une seule raison, c'est que le jackals tire, donc vous l'avez compris, vu qu'il tire, il est éligible pour faire des actions au bout d'un moment dans la game, là où malheureusement le rejeton sera éligible à rien d'autre qu'à tenir un objectif. Donc même s'il est plus tanky, même s'il est meilleur contre les tirs sans ligne de vue, je pense que d'un point de vue de list building global, on préférerait se tourner vers les jackals pour à peu près la même utilité. Yes, on va maintenant passer au Seigneur des Crânes qui vaut 420 points, qui synergise très bien pour le coup avec les World Eaters. Il n'est pas malheureusement... il vit mal la cohabitation avec une figurine qui vaut exactement le même coup en point que lui, qui est Angron. Le fait est que putain tu mets les deux et derrière tu mets que du backline ou quelques petits Rhino Rush et tout. Il y a moyen quand même de se taper une grosse barre à 2000 points. En tout cas, il bouge de 8, mais il synergise avec le plus 2 en move, blablabla. Endurance 13, 24 points de vie, sauvegarde à 3, invulnérable à 5. Lui, surtout en fait, si au round de bataille précédent, pour chaque unité qu'il a tué, il va pouvoir mettre plus 1 ou moins 1 sur un des 8 de corne. C'est excessivement stable, hein. En fait, c'est là où tu rigolais, mais moi quand j'ai vu ça, je me dis mais tu prends Angron, ok, 420 points, 410 points, 415 points. Tu prends lui, 420 points, beaucoup de points. Mais maintenant, mon Angron, il va revenir tous les tours, parce que chaque fois que lui va tuer des unités, il va faire plus 1, moins 1. Autant vous dire qu'il sera toujours plus 1 sur mes 5, pour que quand j'ai fait mon jet de dés, mes 5 deviennent des 6, et que du coup, si Angron est mort, il revient. Franchement, c'est vraiment très fort. Donc, mine de rien, alors on peut faire, je sais pas si la liste, on va en jouer, je dis n'importe quoi, 2 comme ça plus Angron, on est déjà à 1200 points, et à côté de ça, comme tu le dis, on a 800 points pour avoir des trucs qui prennent la table, qui sont moins là pour attaquer tout ça. Ça peut très bien être, tout simplement, il te reste 800 points, tu prends ton prince démon, full jackal, et puis rideau. Hein. Pourquoi pas. En tout cas, c'est une possibilité, et comme tu le dis quand même, cette figurine là, alors on l'a vu en Space Marine du chaos, elle bénéficie d'Arpac, mais là quand même elle bénéficie de l'avancée charge et du fait d'avoir plus de moves, donc c'est-à-dire que, et le stratagème, c'est-à-dire que cette figurine là elle va bouger de 10, advance à 6, elle va bouger de 16, elle va charger à 2d6. Alors il a un énorme gros cul, le bouger sur la table, vous allez perdre plein de pas sur vos charges, vos moves, vos trucs, mais quand même il y a un univers où à partir du T2, T3, je vais être chez toi. Il a quand même un OC qui est ok. Pour le coup, je disais le World Eater il tire pas, parce que les unités tirent pas, mais lui il tire.
Si on- même bien. il tire quand même bien. Full 3 pour toutes ces armes. Et puis, mine de rien, quand on commence à avoir deux châssis endurance comme lui 13, 3 de save, 5 invulnérable, plus un engron qui est devant vous et qui est en mode vas-y, je te charge, je pense qu'on commence à mettre un stress, enfin un test à l'adversaire sur l'armée de l'adversaire qui est très fort. C'est-à-dire, est-ce que tu as une armée qui est objectivement capable de me gérer 3 gros comme ça, où il faut que tu envoies quand même la sauce pour me les tuer, sachant que si tu me tues pas en gron parce que tu veux tuer mes fiabilisateurs qui sont les deux qui sont derrière, bah en gron il est chez toi et puis vas-y que je te ravale. Si jamais tu veux gérer en gron, j'ai mes 2 fiabilisateurs qui ont forte chance qu'en gron revienne derrière. Donc honnêtement, Pour moi, il faut laisser chez eux et sacrifier et donner à manger en grande. je pense aussi, mais quand même je trouve qu'en termes de liste, de table, de ce qu'on peut apporter, c'est vraiment déjà, je trouve que la cinématique est cool. D'avoir ces 2 énormes là avec Engrange, c'est super cool. Et comme tu le dis, moi je trouve que moi je pense que c'est fort en fait. Je pense que globalement l'adversaire, au bout d'un moment, il doit se poser la question. Et alors après, tu as le choix de te dire, je mets que des jackals avec un prince démon, pourquoi pas. Mais tu peux avoir plein d'autres unités qui sont moins chères et qui sont là pour prendre les primaires et ainsi de suite. Franchement, cette unité là, je la trouve très très bien. Et je pense que au début, on la regarde en rigolant. À 420 points, avec le bonus qu'elle donne sur toutes les bénédictions qui vont vous faire que vous avez les bénédictions que vous voulez, moi je la vois bien dans certaines Parce que listes. toi, tu parles de faire revenir en grande, mais ça veut aussi dire advance et charge tous les tours. Hein. Exactement, non mais tout en Donc, fait. Et quand on en a 2, en fait, clairement, je pense qu'au bout d'un moment, alors là, c'est peut-être le joueur un peu compétitif qui parle, mais il faut pas en jouer un en fait. C'est-à-dire que vous en jouez un, c'est rigolo. Non, c'est ça, vous en jouez un, c'est rigolo, mais très vite, comme vient de le dire Ivy, votre adversaire, au bout d'un moment, il va dire ok, il en a qu'un, je vais d'abord bien m'en occuper, et puis une fois que c'est fini, je m'occupe d'Engron. Vous en avez 2 en fait, bah c'est la plaie. Parce qu'en fait, ok, déjà pour en gérer un, mine de rien, endurance 13, je peux vous assurer que les canons laser, faut comprendre, hein, ce qui est les plus gros anti-tanks du jeu aujourd'hui, la plupart du temps, ont allez, 12. Il y en a quelques-uns qui montent à 14 et tout ça, mais globalement, ce qu'il y a de plus fort en face de vous, c'est souvent 10, 11, 12. Endurance 13, vous blessez que sur du 5. D'ailleurs, vous avez une 5 plus invulnérable. Donc vous avez 2 tiers des touches, 1 tiers des blessures. Ouais. Et 1 tiers qui passe pas. Exactement. Et vous avez le Feel No Pain et vous avez 24 points de vie. Quand il y en a 2, c'est le cas quand je dis que vous mettez un test à votre adversaire, pas beaucoup d'armées vont être capables de vous les gérer. Hein. Et malgré tout, même si il dit Engron, je laisse tranquille, ok, laisse-le moi tranquille, mais lui, tous les tours, il va venir quand même venir vous ravager, si vous n'êtes pas trop bête, les unités qui peuvent tuer vos gros. Hein. Et les autres, il va vous les laisser, mais il va aller chercher ceux qui peuvent vous embêter. Donc honnêtement, comme je vous dis, moi je pense que si on part sur cette logique, on en joue 2 et Engron. Je sais pas si c'est ultra compétitif, mais je pense qu'il y a beaucoup d'armées qui n'arriveront pas à gérer ça. Et vous, en termes de kiff, d'avoir ces 3 gros qui sont sur la table, franchement, c'est cool. On a fait le tour, les amis, de ce qu'il va faire le sang pour le dieu du sang. Mm. Je trouve qu'encore une fois, c'est un excellent travail de la part de Game Workshop. On est sur une échelle de puissance à l'intérieur du livre qui est bonne et qui, avec les autres codex, modulo le peloton de tête qui est complètement débile, et nous permet de jouer. Et je trouve que c'est super cool. On est sur une armée qu'on va pouvoir jouer avec de plein de façons différentes, avec la marée de jackal sous invulnérable à 4 un petit peu con si on le veut. On peut faire du Rhino Rush complètement sain en termes de gameplay. On peut agresser très très fort avec toute la projection que tu nous as décrit là pendant 1 heure. Franchement, c'est une armée qui va être anxiogène à affronter et j'aime ça. Tu vois. Et franchement, je trouve que c'est super bien équilibré. On est aussi moins dans l'aspect un petit peu débile où il lui reste un mec dans son unité, il me wipe mon pack, ce qui était complètement bizarre. Tu sais, la surlétalité, la surdégueulie avant. Là, pour le coup, je trouve que c'est ultra bien proportionné. On est sur une écriture qui, en plus de ça, fait qu'on va très bien réagir dans le temps. Parce qu'en fait, ça va tout simplement être les chapter approve qui, au niveau des coups en points, va rajouter une ou retirer une unité. Un petit peu comme dans toutes les armées saines aujourd'hui du jeu qui ne sont pas Eldar, TS et ainsi de suite. Franchement, c'est très cool. Bah, c'est ce que tu viens de dire. Moi, je trouve que globalement, les règles d'armée sont quand même très fortes. Le fait d'avoir les bénédictions sur toute son armée, sur chaque tour, franchement, on l'a vu, c'est très fort. Ça synergise énormément beaucoup d'entrées qu'on ne regarderait pas ailleurs, comme on l'a vu, les machines démons et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Comme tu viens de le dire, aujourd'hui, entre guillemets, la doléance qu'on peut avoir sur le World Eater, c'est que très vite, quand on commence à faire des listes et qu'on a rentré en grande, on se rend compte que on rentre pas beaucoup de choses à côté, que sur table finalement, on n'a pas beaucoup de choses. On se rend compte aussi que malgré tout, on reste une armée qui est axée sur le corps à corps et que sur cette V10, la létalité du corps à corps a bien descendu par rapport à ce qui était ce qu'on connaissait avant et qui a un peu plus une primeur entre guillemets aux armées de tir, qui fait que quand on est une armée spécialisée dans le corps à corps et que notre létalité a baissé et qu'on a des coups en points un peu plus élevés, l'univers dans lequel on évolue forcément est un peu plus dur. Là on était un peu le prédateur alpha avant, on se retrouve dans la peau du petit mouton. Non, j'exagère parce que comme on a aussi beaucoup d'outils, mais globalement c'est pas la même vision de jeu. En tout cas, là où je te rejoins entièrement, c'est que c'est un codex qui garde cet ADN de nervosité,
de puissance. On peut jouer en Grone, il est hyper fort, on peut jouer plein d'autres entrées, c'est super bien. Donc on garde cet ADN du World Eater. On a des outils qui sont très sympathiques et tu as raison, c'est un codex 5 qui va dépendre des chapters approve, mais qu'on peut totalement jouer, avec lequel on peut vraiment se faire plaisir. Yes, et bien écoute, un grand merci à toi d'être venu mettre ta petite patoune sur Mon petit combat. exactement sur cette review de World Eater. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis, vous avez envie de nous soutenir et on a besoin de vous, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit A plus les Wargamers.